toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure pourront être résolues que si le peuple français est normalement instruit. Bon. On peut même espérer que la classe politique le soit un peu plus, et également la classe journalistique. Donc, s'il y a un effondrement du système scolaire, tous les problèmes que vous avez évoqués vont encore s'aggraver. Il y aura encore moins de gens capables de les comprendre. Alors moi, je me suis intéressé en effet au problème de l'éducation en parallèle à mes autres travaux, parce que j'ai été professeur toute ma vie à l'École supérieure de commerce de Paris et à HEC, simultanément, pendant 33 ans. C'était quand même un bail. Alors, j'avais comme élèves des élèves de 19 ans, parfois 18, en général 19-20, qui étaient censés être qui venaient de sortir du système éducatif et qui étaient censés en être les bons produits. Et j'étais étonné chaque fois de voir qu'ils ne savaient rien sur plein de sujets. Donc je voyais très bien ce qu'ils avaient appris ou pas appris. Et deuxièmement, j'étais chargé à HEC et à l'ESCP, mais c'est une même boîte du point de vue des concours, de concevoir et de corriger les épreuves littéraires, puisqu'il y a des épreuves littéraires, enfin de sciences humaines, de lettres et sciences humaines, dans ces concours. Il y a même une voie spéciale pour les cagneux, hein, enfin je ne sais pas si vous savez ça. Alors, on pouvait donc j'ai invité plein d'universitaires pour corriger ces concours et pour faire ces interrogations orales. Et l'oral, c'est très intéressant quand vous avez un jeune pendant une demi-heure devant vous, vous pouvez le cuisiner. C'est une chose qu'on peut pas faire dans la vie ordinaire, mais là on peut le faire. Et donc, il dit une chose bizarre, vous voulez savoir vraiment ce qu'il a en tête, vous le questionnez, et puis vous apercevez qu'il ne sait rien, qui ne sait pas si Louis XIV est avant Napoléon ou l'inverse. Disons, je m'exagère un peu, mais ça atteint ce niveau-là. Et surtout, on constatait que la situation empirait d'année en année. Et donc, il ne s'agissait pas seulement d'une crise de l'enseignement dans des lointaines cités de banlieue et dans les mauvais collèges, mais c'était le cœur même du système qui était en cause, puisqu'on avait l'élite, justement, comme étudiant. Hein. Et en plus de ça, il y a un concours où se présentent des gens qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, licence ou maîtrise, ou agrégation. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein d'agrégés qui voulaient rentrer à HEC. Et on trouvait les mêmes ignorances chez eux. Voilà. Donc, les diplômes officiels les plus élevés n'étaient plus une garantie de culture générale plausible. Bon. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé aux questions d'éducation en marge de mes autres travaux et que j'ai écrit en effet ces deux livres il y a très longtemps. Alors, le problème, c'est qu'ils ont pas trop vieilli parce que la situation n'a pas été améliorée depuis. Elle aurait plutôt empiré. Hein. Donc, ces livres ne sont pas privés d'objet aujourd'hui. Et puis, j'ai fait différents autres travaux. J'ai écrit un livre sur la fonction de garderie de l'école. Enfin, j'ai expliqué qu'il y avait un problème spécifique à l'école, c'est que comme les femmes se sont mises à travailler, les enfants doivent être gardés toute la journée à l'école. Et par conséquent, comme l'éducation nationale joue à peu près correctement ce rôle de garderie, tant qu'il n'y a pas de coup de feu devant les lycées ou de drogue, on l'a dédouanée parce qu'elle jouait bien ce rôle de garderie, de jouer moins bien son rôle d'école. L'éducation nationale a profité de cette circonstance. Et puis j'ai encore publié une petite brochure, un peu substantielle quand même, où j'essayais de proposer un nouveau système. Et puis un système plus libéral, en consistant à découpler le financement de l'éducation et la prestation. Il y a toutes sortes de raisons pour que le financement de l'éducation soit collectif, soit public, en tout cas de l'éducation générale de base, en mettant à part le problème de la formation professionnelle ou de la formation générale de haut niveau, mais la formation générale de base, même un pur libéral comme Hayek, dit que ça doit être financé collectivement. Mais si c'est financé collectivement, il y a le danger que ce soit financé par les, que la prestation d'éducation soit faite par l'État et par les fonctionnaires de l'État. Et à ce moment-là, on tombe dans un autre danger qui est le dogmatisme, la coloration idéologique de gauche, qu'elle soit de gauche ou de droite, peu importe, en tout cas, une mainmise idéologique sur un système
Et donc, il y a deux problèmes angoissants. Si on livre l'école au seul marché, il y aura liberté, évidemment, il y aura liberté, mais plein de gens ne seront pas éduqués comme ils doivent l'être, et c'est mon intérêt que vous soyez éduqués. Hein, c'est ça comme ça que Hayek explique. Il y a un chapitre génial de Hayek dans La Constitution de la liberté, le dernier chapitre, chapitre 24, je vous le recommande, parce que moi, j'ai une grande admiration pour Hayek, évidemment, hein, mais dans l'intelligence, la perspicacité, c'est un des chefs-d'œuvre de Hayek, hein, le chapitre 24 de la Constitution de la liberté. Et il explique donc, comme c'est mon intérêt que vous soyez éduqués, ça justifie que je contribue par mes impôts à vous payer les études. Donc, si l'école est purement privée, il y aura plein de gens qui ne demanderont pas d'éducation parce que seuls les gens qui ont reçu de l'éducation savent son importance. Donc, si l'école est purement privée, il y aura beaucoup de gens qui, au lieu de faire une année d'études supplémentaires à leur enfant, préféreront acheter une télévision en couleur ou un grand écran, etc. Donc, même pour un libéral comme Hayek, il y a de bonnes raisons pour qu'il y ait un financement collectif de l'éducation générale de base. Mais encore une fois, à ce moment-là, si l'État intervient, à ce moment-là, on a les dérives. Alors, la solution, apparemment, c'est la solution. Voilà, bon. Et grâce au ciel, il y a une solution, comme d'ailleurs il y a beaucoup de problèmes sur Terre. Hein. Le tout, c'est de connaître la solution, que tout le monde veuille bien l'appliquer. C'est de découpler le problème, en matière d'éducation, le problème du financement du problème de la prestation. On peut très bien. Alors, on peut financer les familles. C'est le fameux chèque éducatif que le Hayek a trouvé. Il est d'une méthode Friedman, mais qui est d'origine ancienne. L'État, enfin la collectivité, finance le coût de la formation des enfants. Alors, c'est des modulations par âge ou par orientation. Mais du coup, chaque famille reçoit un chèque correspondant à ce coût. Et elle peut se tourner vers l'école de son choix. Voilà une formule. On peut aussi décider de dégréver d'impôts les familles qui n'envoient pas un ou plusieurs de leurs enfants à l'école publique. Bon, à ce moment-là, il faut payer une école privée. Mais il y a encore d'autres solutions, il y en a plein, mais qui consistent à financer des établissements en admettant que ces établissements est un caractère est une liberté pédagogique. Alors, en France, on y est presque, puisqu'on a 20% de l'enseignement primaire et secondaire qui est fait par des établissements privés sous contrat. Et bien que ces établissements privés sous contrat soient obligés de suivre le programme et les méthodes de l'éducation nationale, on leur reconnaît quand même un caractère propre. Alors, grâce à ça, il peut y avoir une petite différence. Bien. Donc j'ai expliqué tout ça dans cette brochure, et puis là-dessus, je suis reparti dans les occupations diverses, et puis j'ai constaté que rien n'a changé, évidemment, tous ces livres, vous savez, sur le drame de l'éducation en France, il y a eu des dizaines et des dizaines de livres remarquables. Hein, je pense à Jacqueline de Romilly, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom, Millet, hein, le frère du célèbre psychanalyste qui est soumis à quel procès aujourd'hui. Ah oui. Il a écrit son frère, j'ai oublié son prénom, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'école. Hein, et puis il y a eu Spino, il y a eu Jean-Paul Briguelli, René Chiche, Edmond Girard. Enfin, il y a eu des dizaines de livres décrivant cet effondrement incroyable du niveau scolaire français. Et ces livres sont passés comme de l'eau sur la plume d'un canard par rapport au système. Hein. Je crois que personne ne les a lus dans les ministères. Je ne sais pas qui lit encore des livres dans le ministère de l'Éducation nationale, peuplé d'illettrés. Hein. Et quant aux hommes politiques, ils ont peut-être entendu parler de ces livres, mais c'était un sujet tabou parce que s'en prendre à l'Éducation nationale, c'était terminer leur carrière. C'est ce que m'a dit explicitement M. Bayrou. J'ai eu le privilège. Comme tu enregistres, je Bien, alors là-dessus, j'ai continué. Alors, comme la situation continuait à se dégrader, j'ai fait plusieurs interventions, des conférences. J'ai fait 2 articles dans cette fameuse revue qui s'appelle Le Journal des Libertés, sur la séquence et sur la réforme du CAPES. Je fais 36 tribunes dans le Figaro.
Et puis, tout récemment, je me suis dit quand même, il faut redonner un coup, hein, et reprendre ces articles si on, euh, pour- et en ajouter d'autres pour faire un tout cohérent décrivant la situation actuelle. Alors, à l'occasion de cela, j'ai fait une petite découverte. Voilà. Moins importante que celle de Darwin ou que celle d'Einstein, enfin, qui a quand même sa petite importance. À savoir que l'éducation nationale est un concept non seulement franco-français, mais récent. Et comme toujours, en matière d'affaires sociales, d'affaires humaines, on a toujours le plus grand intérêt à étudier l'histoire, parce que c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de choses que l'on croit naturelles, comme l'air qu'on respire, sont en fait récentes et ont été faites dans certaines circonstances. Ça aurait pu se passer autrement, ça s'est passé comme ça. Et il en résulte que du coup, aujourd'hui, on pourrait peut-être essayer de faire autrement, hein, puisqu'il n'y a rien d'éternel. Alors, là, je me rassure, je ne vais pas vous dire tout ça, c'est le fameux chapitre, mais je vais m'en servir quand même pour le fil conducteur. Parce que, euh, comment est arrivé le concept d'éducation nationale? Enfin, l'institution elle-même existe depuis Napoléon. C'est Napoléon qui a créé ce qu'il a appelé l'université impériale, l'université de France, qui avait le monopole de l'enseignement, pour la première fois dans l'histoire, hein. Et à l'époque, d'ailleurs, ce n'était pas du tout une éducation nationale, au sens d'aujourd'hui, puisque l'enseignement d'État était très, très pauvre. Il y avait les lycées, les facultés, mais il n'y avait pas de cours dans les facultés, hein. Les facultés servaient simplement à décerner le baccalauréat pour les bons élèves des lycées, hein. Et le monopole napoléonien consistait simplement à ce que toutes les autres écoles, il y en avait beaucoup, hein, faites par un titre privé ou par des congrégations enseignantes surtout des municipalités, hein, devraient demander à l'État le droit d'exister et lui payer en plus une redevance. C'était pas l'époque où il y avait des subventions accordées par l'État, c'était les écoles privées qui subventionnaient l'Université de France. Alors, question, est-ce que cette situation était ancienne ou récente? Et là, vous avez tout un mythe répandu par la Troisième République qui était de dire, oui, le Charlemagne s'est occupé de l'éducation, l'État s'est toujours occupé de l'éducation, Charlemagne, les bons élèves à droite, les mauvais élèves à gauche, hein. Et puis, il y a eu de plusieurs édits royaux sur l'éducation au long des siècles. Et donc, comme dit un auteur, hein, l'éducation, c'est un principe que l'éducation publique est l'office, le droit, le privilège de l'État, celui d'après lequel il appartient à l'État de former par un enseignement national l'esprit public, et ce principe a les plus anciennes origines. Bon, ça, c'est un auteur qui s'appelle Alphonse Sollard, d'ailleurs, un excellent historien, qui a écrit un livre sur le monopole napoléonien, justement, mais il écrit cette sottise. Et alors, après lui, vous avez Eugène Spuller, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'était un homme qui sera 2 fois ministre de l'instruction publique sous la Troisième République. Il soutenait de même en 1878, dans son rapport sur le projet de loi relatif à la liberté d'enseignement supérieur, donc, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, que le principe d'un enseignement d'État a été la règle en France depuis des temps immémoriaux, au point que l'idée même de liberté d'enseignement serait une idée neuve, ne remontant pas au-delà de 1830. Alors, je vous lis Spuller, hein, on contesterait difficilement que la liberté d'enseignement public. Alors, l'enseignement public, attention, hein, dans les textes antérieurs au XIXe siècle, quand on parle d'enseignement public, on ne veut pas dire enseignement étatique. On veut dire enseignement ouvert à un public, par différence avec les précepteurs privés, hein. Donc, on contesterait difficilement que la liberté d'enseignement public, mais ce qu'en France, une idée toute nouvelle, une liberté toute nouvelle, qui ne date même pas de la Révolution, et qui n'est apparue pour la première fois avec son nom et toutes ses préventions, toutes les revendications que je nom cache, dans la charte de la monarchie constitutionnelle de 1830. Alors, c'est tout à fait vrai que dans cette charte de Louis-Philippe, en 1830, il est dit, article 69, il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent. Alors, il y a une série de projets. Et huitièmement, la liberté d'enseignement. Bon. Alors, et c'est à ça que Spuller fait référence. Mais est-ce que c'était vrai que jusque-là, l'État avait exercé le monopole de l'enseignement? C'est tout à fait faux, puisque le problème, c'est que ni Spuller
ni Hollard, dont je parlais à l'instant, ne peuvent citer des textes ou des documents prenant le monopole scolaire de l'État qui soient antérieurs au XVIIIe siècle. Voilà. Donc, c'est pour ça, toujours, toujours je me fie des hommes politiques, hein, ils racontent n'importe quoi. Ouais, toujours, il y a toujours eu, l'éducation nationale a toujours existé, une forme ou d'une autre. Bon, c'est absolument faux. D'abord, l'éducation. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, je vous raconte tout ça parce que ici, c'est une école de libéralisme. Et je veux quand même souligner que dans les doctrines libérales, la thèse de la liberté de pensée hein, est absolument centrale, autant que la liberté politique, qui donne lieu à la démocratie, ou la liberté économique, qui rend possible l'économie de marché. Mais la liberté de penser est évidemment fondamentale. Et dans la liberté de penser, c'est la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de la recherche scientifique, et c'est la liberté de l'école. Donc vous voyez les enjeux. Hein. Alors, premièrement, l'éducation ne fait pas partie en France des droits régaliens. Alors, vous avez plein de sottes personnes qui disent que l'éducation est un droit régalien de l'État. Pas du tout. Car cette expression de droit régalien remonte, certains d'entre vous le savent peut-être, à la liste des prérogatives que François Ier, lors de ses deux départs pour l'Italie, en 1515 et en 1525, avait délégué à sa mère, Louise de Savoie, qui était désignée comme régente, et cette liste était calquée sur les droits de l'empereur romain en vertu de la maxime Rex Franciae Imperator et Suo Regno, le Rex France est entré dans son royaume. Or, justement, dans la Rome impériale, l'éducation n'a absolument jamais été mentionnée parmi les droits de l'État. Hein. Et elle ne figure pas non plus parmi les marques de souveraineté par lesquelles Jean Bodin, en 1576, définit la République. Les 6 livres de la République de Jean Bodin, hein, c'est un livre magnifique, il définit l'État par la souveraineté, et évidemment, il n'avait pas du tout d'éducation. Alors pourquoi ce n'était pas dans les droits de l'empereur romain? C'est évidemment dans l'Antiquité, c'est même pas imaginable. Vous ne voyez pas Platon demandant à son avis à un magistrat d'Athènes pour savoir ce qu'il va enseigner dans l'académie. Ni Aristote pour le lycée, ni d'ailleurs Hippocrate pour la médecine. Enfin, toutes les écoles antiques étaient évidemment tout à fait affranchies par rapport à l'État. Et dans l'Antiquité, il y a très peu d'intervention de l'État. Il y a les phébis athéniennes où on donnait aux jeunes gens qui étaient à un service militaire, on leur donnait un complément de formation artistique et intellectuelle. Et puis, à la fin de l'Empire romain, il y a eu en effet quelques chaires qui ont été créées par l'Empire. Mais l'enseignement dans l'Antiquité a toujours été privé. Donc, la réalité, c'est que du début du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, y compris lorsque se créent les universités à partir du XIIe, XIIIe siècle, tout enseignement public a été fondé par l'Église, par l'Église locale ou papale, ou alors confirmée par elle. Hein. Et l'Église seule a accordé la licencia docenti, c'est l'origine de notre grade appelé licence. Hein. Licencia docenti, c'est l'autorisation d'enseigner. Hein. Et seule l'Église a donné ce droit. Et vous savez que à partir du XIIe, XIIIe siècle, vous avez cette extraordinaire croissance de l'Occident, hein, qui est une croissance géopolitique, économique. Et donc, il y a une demande d'enseignement de la part de gens qui ne veulent pas rentrer dans les ordres. Hein. Il faut des écoles qui puissent ne pas former seulement des clercs, mais qui puissent former des médecins, des avocats, des légistes. Hein. Eh bien, la demande devient trop importante pour que l'école cathédrale installée sur l'île de la Cité y suffise. Alors, des professeurs vont s'installer sur la rive gauche qui n'était pas construite, hein, et c'est l'origine du quartier latin. Hein. Mais ils doivent demander la licencia docendi au chancelier de l'évêché. Et puis, comme ils montent la colline, hein, ils arrivent sur les terres de Sainte-Geneviève, l'abbaye de Sainte-Geneviève, et c'est au chancelier de l'abbaye de Sainte-Geneviève qu'il demande la licencia docendi. Et si vous visitez le lycée Henri IV aujourd'hui, on vous montre fièrement la salle où le chancelier de l'abbaye décernait les grades. Hein. Voilà, donc ce n'était pas du tout l'État qui décernait les grades. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, sont passionnants. Mais bon, c'est pour ça que je commence à m'y intéresser. J'ai en chantier un autre livre qui ne paraît pas après celui que j'ai envoyé hier à l'éditeur, parce que je veux c'est toujours comme ça, la vie intellectuelle. Hein, on explore des pistes et puis on en trouve d'autres. Hein,
et je vais écrire un livre qui s'appelle L'éducation nationale, enfin, c'est le titre de ce que j'avais suggéré pour le titre causé d'aujourd'hui, l'éducation nationale, de point, origine, apogée et déclin d'un concept. Et j'espère que ce livre aura enfin du coup auprès de la classe publique. Bien, bien, alors j'avance, parce que du coup, rien ne change jusqu'à Napoléon. Hein. Vous avez évidemment, à partir de la Renaissance, vous avez l'enseignement secondaire qui se met en place avec les collèges des universités, les collèges des jésuites. Vous avez aussi les fameuses petites écoles. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui se crée partout, mais notamment les fameuses petites écoles du Port-Royal, hein, pour laquelle les professeurs font des manuels qui ont un grand intérêt dans l'histoire des sciences. Hein. Mais ces petites écoles doivent demander l'autorisation aussi à l'évêque. Hein. Alors finalement, les choses ne changent que à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'en général, avec le mouvement des Lumières, il y a une espèce de volonté de mettre de l'ordre, en quelque sorte, de mettre une de rationalité. Et dans le royaume de Piémont-Sardaigne, vous avez un roi qui accorde à l'université de Turin le droit de contrôler toutes les écoles du royaume. Et on dit que Napoléon a tiré l'inspiration de sa propre académie, de sa propre université de France, parce que comme il a conquis Turin, il y a vécu quelque temps et il a pu voir en œuvre ceci. Mais disons qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'élément important, c'est l'expulsion des jésuites en 1762. Et à ce moment-là, ils avaient une centaine de collèges. Et il faut remplacer d'urgence les professeurs de jésuites par d'autres professeurs. Alors, on demande aux universités d'en recruter, hein, puisque les collèges appartenaient aux diverses universités. Les collèges, vous savez, c'est la faculté des arts, hein, c'est le premier stade de l'université. Toutes les universités en France avaient une faculté des arts, et on devait absolument faire la faculté des arts pour pouvoir aspirer à rentrer à la faculté de médecine, la faculté de droit canonique, de droit romain, ou de théologie. Hein. Alors, si on expulse les jésuites, on risque de ne plus avoir d'enseignement. Alors, à ce moment-là, Louis XV décide de recruter des jeunes en 1766. Ils seront payés par le denier pour la première fois par l'argent royal. Alors, je dis la première fois. Vous allez me dire, mais non, mais il y a eu le Collège de France, il y a eu les académies. Et le Collège de France, ce n'était pas une école, c'était une sorte de centre de recherche. Hein. Et d'ailleurs, le Collège de France ne descendait pas des grades. Il était créé par François Ier, vous savez, en 1500, je ne sais plus la date exacte, 1520. Et quant aux académies, l'Académie française, l'Académie des sciences, ce n'est pas des organismes d'enseignement. Hein. Donc, pour la première fois, sur la cassette royale, on paye des enseignants. Et c'est la naissance de l'agrégation. Mais les agrégés, comme leur nom ne l'indique plus aujourd'hui, mais l'indiquait clairement à l'époque, ce ne sont pas des professeurs titulaires, ce sont des jeunes remplaçants. Et ils vont aider donc dans les collèges, mais quand ils sont titularisés, ils le seront par le collège universitaire et pas par l'État. Et ces enseignants auront vraiment évidemment une forme de monopole. Donc la vraie revendication d'un monopole de l'État en matière d'éducation, c'est la Révolution française. Et dans la Révolution française, pas n'importe qui, mais les Jacobins. Car au début de la Révolution française, on a décidé de supprimer les universités, donc il fallait les remplacer. Donc vous avez plein de contributions, Talleyrand, Mirabeau, Donou, Condorcet, hein, qui interviennent, et aucun d'eux ne réclame un monopole scolaire. Ils réclament certaines initiatives de l'État en matière de recherche et aussi en matière de création d'écoles, mais en aucun sens un monopole. Et ceux qui réclament le monopole, ce sont les Jacobins. Alors vous avez l'affreux Lepelletier de Saint-Fargeau qui dit qu'il faut régénérer le peuple, hein, ce peuple est abominable, il faut le régénérer. Et vous savez, c'est le vocabulaire employé encore récemment par M. Vincent Payon, hein, ministre de l'Éducation nationale, qui a écrit un livre absolument incroyable qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée hein ». Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas terminée? Parce que vous avez un paradoxe à la Révolution française. La Révolution française, comme l'a dit Michelet, il aurait fallu qu'elle soit faite pour être faite. Parce que c'est seulement si elle est faite qu'on crée un homme nouveau,
Et c'est seulement un homme nouveau qui peut faire la révolution. Donc, c'était une sorte de quadrature du cercle. Et la solution pour Vincent Payon, c'est l'école républicaine. Parce que c'est là qu'on va forger l'homme nouveau. Hein. Et cette école républicaine devra couper l'enfant de toute relation avec la culture de ses parents. C'est écrit noir sur blanc par un ministre français il y a 10 ans. Hein. Et ce ministre il existe toujours quelque part, M. Payon l'a toujours. Donc, les Jacobins, alors le PDC Saint-Fargeau dit donc qu'il faut créer des écoles, mais des écoles où on n'apprendra rien, parce que l'idéal de monsieur le PDC Saint-Fargeau, c'est Sparte. Vous savez que le seul exemple d'éducation d'État dans l'Antiquité, c'est Sparte, et comme par hasard, c'est justement la seule cité où on n'enseigne rien aux enfants, que la guerre. Voilà. Alors, c'est l'idéal de Béné Saint-Fargeau qui veut prendre tous les enfants de France à l'âge de 5 ans, les mettre dans des camps où on leur apprend le travail manuel, hein, et quelques-uns, on leur apprendra aussi à lire et à écrire. Alors, ce plan monstrueux, c'est un plan totalitaire, au sens une sorte d'innocence du totalitarisme. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens enflammés d'un idéal ne se rendent pas forcément compte qu'ils vont créer des choses totalitaires. Et l'Assemblée, la Convention nationale vote comme un seul homme en faveur de ce plan. Hein. De toute façon, s'ils ne votaient pas, leur tête serait promenée au Green Peak quelques heures plus tard. Et donc, ça se serait fait si Robespierre n'était pas tombé. Hein. Alors, Robespierre tombe un an plus tard. Et comme par hasard, les gens qui font la constitution de l'an 3, qui va être la constitution du directoire, hein, font un article 300, hein, donc ils reviennent en arrière par rapport à ces vues totalitaires des Jacobins, hein, ceux qu'on appelle les thermidoriens. Hein, et ils disent ceci: les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts. Donc liberté de l'enseignement et de la recherche. Article 300 de la Constitution de l'an 3. Hein, ce qui vous prouve que Eugène Spuller, autre ministre de l'Instruction publique, était lui-même un grand ignorant, puisqu'il ignorait ça. Hein. Bien. Alors, ce principe libéral va quand même être mis à mal sous l'Empire, comme je vais vous le dire, mais il va retrouver sa vigueur dans les décennies ultérieures. D'abord, je viens de vous le lire dans la charte de 1830, et puis en inspirant le déverrouillage du monopole napoléonien par 3 grandes lois, dont je vous parlerai si j'ai le temps. Les lois qui libèrent le primaire, une autre loi qui libère le secondaire, c'est la fameuse loi Fallou, hein, de 1850, et une troisième loi moins connue, mais très importante, qui libère l'enseignement supérieur, la loi de 1875, grâce à laquelle existent les instituts catholiques, l'Institut catholique de Paris, Angers, de Lille, Toulouse et je ne sais plus. Bien. Mais on en arrive à Napoléon. Alors, parce que Napoléon siffle la fin de la récréation par rapport à au concert, le pays est en grand désordre, hein, et il réorganise plein de choses, des préfets, pas du tout ce qu'on dit. Et il veut réorganiser aussi l'enseignement. Alors, je dois vous dire une chose, parce que après je vais aller plus vite, mais c'est un petit détail que je suis content d'avoir trouvé. Hein. C'est qu'on connaît, tout le monde sait que Napoléon a créé en 1806 l'université impériale, qui était entièrement organisée par une loi de 1808. Bon. Et cette institution étatique va devenir ensuite l'éducation nationale, parce qu'en 1824, l'Université de France devient ministère de l'instruction publique, et en 1932, le ministère de l'instruction publique devient ministère de l'éducation nationale. Donc on dit, voilà, Napoléon a créé ça, donc il a voulu l'éducation nationale. Pas du tout. Moi, quelqu'un a dit du mal de Napoléon tout à l'heure. C'est bien moi. C'est un personnage très intéressant quand même. Hein. Et c'est pas très différent de Hitler ou de ah oui, je sais que. Non, mais c'est un dictateur en un certain sens, mais un dictateur très éclairé. Hein. Et alors, il projette de créer cette institution, et son but, c'est de diriger les esprits. Hein, il veut avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales. D'ailleurs, pas seulement en France, mais quand il crée l'Université impériale en 1806, il vient de remporter la victoire d'Austerlitz, donc il est maître d'une partie de l'Europe. C'est pour ça qu'on peut lui dire,
un personnage qui s'appelle Fourcroy, qui avait joué un grand rôle, parce que c'est lui qui a fait les plans de cette institution monopolistique. Fourcroy peut donc écrire à Napoléon. L'esprit sera le même partout. Il sera à Turin tel qu'à Paris, à Bruxelles ou à Mayence, tel qu'à Marseille ou à Bordeaux. Il sera éminemment français, c'est-à-dire que tous n'auront qu'un but, celui de former des sujets vertueux par principe de religion, je vais revenir là-dessus, utiles à l'État par leur talent et leur lumière, attachés au gouvernement et dévoués à son illustre chef par amour et par devoir. Euh, ça ressemble un peu à la Corée du Nord, mais bon. Bien. Alors, là-dessus, comme Napoléon est entouré de beaucoup de gens très, très talentueux, il reçoit quand même une lettre de Portalis. Portalis, le créateur du Code civil, et qui lui dit, sire, alors Portalis fait un rapport, hein, il ne prend pas l'initiative d'envoyer une lettre comme ça à Napoléon, il avait été nommé par Napoléon au Conseil d'État. Alors, donc, le Conseil d'État doit examiner le projet. Alors, Portalis lui dit, il y a un petit inconvénient dans votre projet, c'est que c'est contraire au droit naturel. Car le droit naturel implique que les pères éduquent leurs enfants comme ils le veulent, et s'ils ne les éduquent pas eux-mêmes, qu'ils les confient aux personnes auxquelles ils font confiance, et donc votre projet de monopole viole le droit naturel. C'est un petit inconvénient. Mais il y a un autre personnage très intéressant qui s'appelle Champagny. Et ce Champagny est moins connu. Il avait été député de noblesse aux États généraux de 89. Et puis ensuite, il devait être un expert suffisamment souple. Il devient ambassadeur sous le Directoire et ministre de l'Intérieur, puis ministre des Affaires étrangères sous Napoléon. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère les quelques écoles publiques qui existaient à l'époque, c'est-à-dire les écoles centrales avaient été supprimées et remplacées par les lycées en 1802, sous le consulat, et c'est lui qui les gère en tant que ministre de l'Intérieur. Alors, il fait l'objection suivante à Napoléon. Un tel corps, l'université, future éducation nationale, n'acquerrait-il pas un jour une puissance morale et politique dans l'État qui le rendrait presque maître de l'opinion, dominateur de toutes les familles? Avec une telle force devenue si nécessaire, ne pourrait-il devenir indépendant? Ce que Napoléon voulait, c'était de dominer l'éducation. Mais le corps qu'il allait créer allait prendre son autonomie par sa simple masse, et il risquerait de devenir indépendant. L'unité du corps enseignant ne le conduirait-elle pas à une sorte de despotisme dans l'enseignement? Et comme Champigny savait la faveur dont jouissaient les sciences modernes, physique et chimique, qui venaient d'apparaître dans l'esprit de Napoléon, c'est que Napoléon s'était nommé lui-même membre de l'Institut, dans la classe des sciences physiques, mais il était assez compétent, c'était un officier d'artillerie, vous savez, il connaissait des choses. Et donc, Champagny savait qu'il était attaché à la science nouvelle. Et il lui dit, il rappelle à Napoléon combien nos corps enseignants du passé ont repoussé avec obstination les idées de Descartes, les découvertes de Locke, les nouvelles connaissances de la physique et de la chimie. Donc, si vous créez un corps qui a le monopole, il va refuser toutes les sciences modernes. Bien. Alors, donc, et donc, Compagnie concluait que ce qu'il fallait, ce n'était pas une université unique, mais plusieurs qui se fassent concurrence et entre lesquelles règne une saine émulation. Donc, la future éducation nationale était vue à l'avance par l'entourage de Napoléon comme source de despotisme et d'ignorantisme. Donc, c'était des avertissements prophétiques. Et au fond, c'était les protestations de l'esprit même des Lumières contre l'esprit potentiellement dogmatique de l'institution dont Fourcroy avait fait les plans. Alors, ayant discuté avec Napoléon de ces objections de Portalis et de Champagny, le futur grand maître de l'université, qui est Fontane, un écrivain qui a joué un rôle important, il reconnaît leur validité, mais il rassure l'empereur. Si nous avions à agir sur une société homogène et vivant de ces traditions anciennes, je dirais, ces objections sont invincibles. Le mot est fort, objections invincibles contre l'existence même de l'éducation nationale. Mais au lendemain d'une révolution, au sortir de l'anarchie, et en présence de partis hostiles, il faut, dans l'enseignement comme en toute chose, l'unité de vue et de gouvernement. La France a besoin, pour un certain temps du moins, d'une seule université, d'un seul chef. C'est cela, répliqua l'empereur. Vous m'avez compris. Donc, dans l'esprit de Napoléon, c'était provisoire. Donc l'université unitaire et monopolistique, le système scolaire unitaire et monopolistique était donc dans l'esprit de Napoléon une politique de circonstance liée aux tempêtes du temps et appelée à ne pas durer.
Donc, il est peu probable que Napoléon ait admis ce que devienne ce qu'elle devient. Si Napoléon revenait aujourd'hui, il enverrait quelques régiments du Bussard dans plusieurs Sciences Po, à commencer par celui de Paris, pour remettre un peu d'ordre. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait faux de se référer à l'autorité de Napoléon pour justifier l'utilisation de faire la guerre. Alors, à partir de là, je vais aller plus vite, parce que ce qui s'est passé, c'est que à la Restauration, l'université est conservée, puisque le roi nomme un évêque à la tête. Bon, tout va bien. L'Église n'avait jamais été très partisan de la liberté d'enseignement. Encore une fois, elle avait le monopole bon, mais au moins l'Église étant universelle, bon, il y avait plein d'églises différentes un peu partout. Alors, c'était quand même une tutelle moins pesante que ce qui est devenu la tutelle de l'État sur l'éducation. Mais bon, d'ailleurs, en 1875, quand on a créé quand on a supprimé le monopole pour l'enseignement supérieur, la loi parlait de faculté libre. Et les députés catholiques n'aimaient pas trop l'expression faculté libre. Faculté libre par rapport à l'État, oui, mais on espère bien qu'elle ne sera pas libre par rapport à nous, par rapport à Rome. Donc, rien d'important ne se passe sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet. Sous la Seconde République, il y a la fameuse loi Fallou qui rend possible, qui libère l'enseignement secondaire, donc qui rend possible la création de centaines de collèges de jésuites, justement, une dizaine. Enfin, un grand développement qui concurrence les lycées et qui deviennent plus importants que les lycées, en fait. Mais tout change. Alors, arrive le Second Empire, et le Second Empire redevient despotique. Vous avez un ministre qui s'appelle Hippolyte Fortoul, et cet Hippolyte Fortoul nomme lui-même dans son bureau les professeurs d'université, où il les révoque, puisque c'est lui qui a révoqué les professeurs les plus illustres du temps qui étaient suspects de tiédeur à l'égard de Napoléon III, à savoir Michelet et, 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 et Victor Cousin, le grand philosophe, qui avait été ministre de l'instruction publique sous Louis-Philippe. Il le révoque. Bon, voilà. Et alors, ça dure pendant ce qu'on appelle l'Empire autoritaire. Mais le Second Empire dure 20 ans, et la seconde moitié, on appelle ça l'Empire libéral. Parce que de nouvelles idées se font jour, et on ne veut plus de ce despotisme dans l'éducation. Et surtout, après 70, là, c'est un grand choc, parce que c'est humiliant. On a été battu par l'Allemagne, qu'on avait l'habitude de dominer. Et par contre, on a été battu par les Allemands, précisément par leurs écoles. Parce que les soldats sont mieux formés, les sous-officiers sont mieux formés, parce qu'ils ont été tous à l'enseignement primaire, ils savent lire et écrire. Et quant aux chefs, ils ont été formés par les universités allemandes, qui sont très supérieures aux universités françaises. Et si elles sont supérieures, c'est parce qu'elles ne sont pas soumises au despotisme d'Hippolyte Fortuny. Donc il y a une grande revendication pour qu'il y ait un système d'enseignement qui soit libéré de la tutelle du pouvoir exécutif. Alors, là-dessus, comme vous savez, après 70, il se passe 9 ans pendant lesquels c'est la République de MacMahon, si vous voulez, et c'est dans cette République que l'on crée cette loi de 1875 qui libère l'enseignement supérieur. Mais du coup, aussitôt, 5 grandes universités catholiques se créent, et la loi Fallou avait permis que des dizaines ou des centaines de collèges religieux se créent. Et donc, les anticléricaux sont très inquiets. Et il faut arrêter cette vague. Alors, la nouvelle majorité, vous savez, les républicains ont le pouvoir en 1879, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont la majorité, à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Le Sénat, à l'époque, avait un droit de veto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une navette, et puis finalement, dans l'Assemblée nationale, qui encore. Les gens qui avaient accepté la République en 71 l'avaient accepté parce qu'il y avait ce Sénat qui pouvait mettre un terme à ces votes monstrueux. Donc, tout le monde avait un horrible souvenir pendant la Révolution française, la Convention, où on hurlait « Ouais, vous avez des lois absurdes ». Et alors, le fait qu'il y ait un Sénat, c'est pour ça que les orléanistes ont accepté la République. C'est selon le mot remarquable de Thiers, qui a dit la République est le régime qui nous divise le moins. Si les bonapartistes revenaient en force, si les orléanistes revenaient en force, ou si les républicains prenaient le pouvoir, ou si les légitimistes revenaient en force, donc dans tous les cas, il y aurait un bain de sang. Et Thiers a dit, il ne faut pas qu'il y ait de bain de sang, donc la République est le régime qui nous divise le moins, donc on accepte la République. Mais il l'avait accepté et uniquement parce qu'il y avait le Sénat.
Or, justement, en 1879, le Sénat devient majoritairement républicain. Alors, à ce moment-là, les républicains ont le pouvoir. Et donc, ils repartent en guerre contre l'Église. Et ils créent, ils suppriment, ils ne peuvent pas supprimer l'université catholique, mais ils pouvaient au moins les supprimer en tant qu'université. Et ils les obligent à s'appeler institut, ce qui est leur nom encore aujourd'hui. Hein. Et surtout, ils leur retirent le droit de conférer des grades, de conférer des licences, des doctorats, etc. Droit qu'ils avaient eu seulement à moitié, puisqu'il y avait des jurys mixtes. Hein, des jurys mixtes. Si vous faisiez une étude à l'Université catholique de Paris, vous passiez une licence, et vous la passiez devant un jury composé pour moitié de professeurs d'université et pour moitié de professeurs de l'Université catholique. Alors les républicains suppriment ça. Bon. Mais du coup, ils ont l'air de revenir au despotisme napoléonien, puisque or, ils l'avaient combattu tout au long du siècle. Et d'ailleurs, la même majorité dont Jules Ferry émane, hein, c'est celle qui va faire la loi de 1881 sur la presse, qui est une loi extrêmement libérale, dont on a renié beaucoup de points libéraux depuis quelques années. Donc, comment est-il possible qu'une majorité libérale restaure un despotisme dans l'enseignement? La seule explication, c'est la lutte contre l'Église. Et Jules Ferry, et j'en reviens à l'essentiel, Jules Ferry est tout à fait conscient du fait qu'il ne faut pas que les pouvoirs exécutifs puissent décider des programmes et puissent nommer les professeurs. Et là, il se réfère à Condorcet. Alors, Condorcet est un très grand homme qui a écrit des pages inouïes sur le fait qu'il y avait une sorte de tout homme des Lumières ne pouvait être qu'ennemi du pouvoir, et tout homme de pouvoir ne pouvait être que ennemi des Lumières. Alors, non pas parce qu'ils sont méchants, hein, mais par mécanique de la fonction. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes soumis à des contraintes, vous êtes soumis à des urgences, vous êtes contraint à faire des compromis. Et donc, vous ne pouvez jamais dire ce qu'est le vrai, le beau et le bien. Car le pouvoir spirituel, c'est quoi? C'est le fait de discerner le bien du mal, le vrai du faux et le beau du laid. C'est ça le pouvoir de l'esprit. Hein. Et ce pouvoir spirituel, précisément dans le passé de l'éducation, n'a jamais été aux mains de l'État. Platon décidait du beau, du vrai et du bien, Plotin ou Hippocrate. Hein, et ensuite, quand l'Europe est devenue chrétienne, quand l'Empire s'est effondré, qu'il y a eu des invasions barbares et que l'Europe est devenue chrétienne, il y a toujours eu une division entre le pouvoir de l'Église, qui est le pouvoir spirituel, et le pouvoir temporel. Alors, avec beaucoup de liens aussi. Hein. Mais enfin, si c'était l'Église qui décernait les licenciats de Saint-Denis, c'est parce qu'elle seule sait ce que sont le vrai, le beau et le bien. Bon. Et non pas le roi de France ou tel seigneur féodal. Hein. Donc il y a toujours une séparation. Donc il y avait, dans la création de l'université napoléonienne, il y avait un dangereuse innovation qui était de mettre dans les mêmes mains le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et le seul philosophe qui a admis ça, c'est Hegel. C'est un monstre philosophique de mon point de vue, malgré tous ses talents. Mais parce que Hegel considérait que vous avez une grande marche de l'esprit absolu. L'esprit s'incarne d'abord dans l'art, puis dans la religion, puis dans l'État. Bon. Alors, et chaque fois, la nouvelle figure dépasse et conserve. Elle dépasse la figure précédente, mais elle conserve ce qui avait de bon dans la figure précédente. Donc, tout ce qui avait de bon dans la religion va être conservé dans l'État, hein, mais du coup, la religion n'a plus de place dans l'État. Alors, Hegel ne pouvait pas suggérer qu'on supprime l'Église en Prusse, hein, parce qu'il aurait lui-même mal fini, mais il dit très clairement, dans les principes de la philosophie du droit, que l'Église doit être soumise à l'État. Hein, elle a une position ancillaire par rapport à l'État. Et d'ailleurs, c'est ce que Napoléon aussi avait voulu, hein, c'est-à-dire qu'il voulait se réconcilier avec les catholiques, donc il avait admis que dans ses lycées et dans toute l'université, il y ait des prêtres, mais les prêtres seraient nommés par l'État. Hein, ce serait des aumôniers, c'est la différence entre aumônier et prêtre. Le prêtre est nommé par l'évêque, et les aumôniers de lycée étaient nommés par le grand maître de l'université. Mais ceci dit, Napoléon n'avait pas la métaphysique de Hegel, et encore moins Fontaine, un grand catholique. Et Napoléon, comme je vous l'ai dit, c'était surtout lu par des motifs pragmatiques. Mais évidemment, Hegel, lui, pensait que l'État pouvait exercer le pouvoir spirituel, et qu'il était même le seul à le pouvoir, et ça a donné lieu
la vie, c'est la source des régimes totalitaires. Parce que ce qui caractérise les régimes totalitaires, aussi bien fascistes que communistes, c'est précisément la confusion de pouvoir spirituel et temporel. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir embrigader la jeunesse et lui faire construire la nouvelle société, hein, en s'emparant entièrement de l'éducation. Et jamais, en revanche, dans les démocraties libérales, dans les autres démocraties libérales, cette mainmise totale de l'État sur l'esprit n'a été admise. On a toujours admis que la société civile avait sa propre culture et que l'État ne pouvait pas la changer. Alors, du coup, et j'en termine, Jules Ferry a cru trouver la solution. Il a dit, bon, il ne faut pas faire comme Fontane, comme Napoléon, comme Fontane, comme Louis de Fortoul. Il faut donner raison à Condorcet, qui est que discerner le beau, le vrai et le bien, ce n'est pas la même chose que gérer temporellement une administration ou un État. Mais en même temps, on ne peut pas privatiser l'éducation parce que l'Église la prendrait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer dans l'État lui-même le pouvoir gouvernemental qui va gérer les finances, qui va gérer l'administration, et le pouvoir spirituel, les contenus, que l'on va confier à des commissions, à des jurys qui sont souverains, et à ce fameux Conseil supérieur de l'université qui était créé dès l'origine par Napoléon. Et la loi Fallou avait admis que ce conseil serait composé pour partie de professeurs élus par leur pairs. Fortoul avait supprimé ça. Le Conseil supérieur de l'université sera uniquement composé de gens nommés par Fortoul. Bon. Alors Jules Ferry dit moi, je ne reviens de rien par rapport à Fortoul. Il va y avoir de nouveau des professeurs élus. Et donc, il y aura une sorte de parlement. Et il emploie une expression anglaise, c'est curieux à cette époque, c'est self-government. L'éducation nationale, enfin l'instruction publique aura un self-government. Tous les programmes seront faits par ce conseil qui sera inspiré uniquement par des contraintes scientifiques. Il reflétera l'opinion scientifique de l'Europe. Bon. Ça n'a pas empêché Jules Ferry de signer lui-même tous les programmes avec les livres d'histoire, avec l'histoire de France à la Nabis, hein, c'était quand même voulu par Ferry. Hein. Mais il se donnait le beau rôle, je ne vais plus nommer moi-même les professeurs, ils seront élus. Bon. Donc il va y avoir et comme ça on donnera raison, il y aura une séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et malheureusement, le malheureux Ferry, qui avait failli être trucidé sous la Commune, hein, il a échappé à une mort horrible en se jetant par la fenêtre de l'hôtel de ville. Donc il n'aimait pas beaucoup les rouges. Hein. Alors Ferry, c'est un personnage assez intéressant parce qu'il n'est pas très aimé des catholiques, mais il était encore moins aimé des communards, hein, et des rouges. Donc sans le savoir, il donnait le pouvoir aux rouges. Il donnait le pouvoir spirituel aux rouges. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cet enseignement public qui devient de plus en plus nombreux, hein, puisque en plus il y a toutes les lois anticléricales, on interdit les congrégations, on ne veut pas qu'il y ait de prêtres ou de religieux qui enseignent l'enseignement public. Donc on recrute plein de fonctionnaires, hein, de laïcs, et plus on en recrute, plus ils ont une couleur marquée à gauche, par espèce de républicanisme qui est en fait un ersatz de religion. Hein, c'est une religion aussi violente et aussi dogmatique que le christianisme qu'elle combat. Hein. Et c'est toujours l'idée que, en fait, j'ai décrit ça dans de mes livres, c'est un néo-millénarisme, on veut faire advenir un monde meilleur, on y parviendra par une grande révolution. Cette révolution tuera tous les méchants, il ne restera plus que des gentils. Hein. Et cette révolution, évidemment, elle ne peut pas être faite spontanément par le peuple, parce que le peuple est mal instruit et en plus il est rétif. Donc elle ne peut être faite que par des prophètes inspirés. Hein. Et tout ça, c'est le modèle biblique qui est en tête. Hein. De la même façon que les prophètes menaient le peuple pour lutter contre les rois en Israël. Alors évidemment, quand ces gens-là commencent à faire des syndicats, les syndicats en question se vivent eux-mêmes comme un pouvoir spirituel parfaitement légitime et comme le seul légitime. Hein. Donc c'est eux qui vont décider du bon et du bien, du vrai, du beau et du bien dans l'éducation. Et c'est eux qui vont déterminer qu'est-ce qu'il faut faire en éducation. Et
la situation empirera quand ils deviendront marxistes, donc après la Première Guerre mondiale. Hein, alors il y a plusieurs nuances de républicanisme socialiste, mais je ne rentre pas dans les détails, mais ils vont tous être influés par le marxisme. Et le marxisme, lui aussi, prétend savoir ce que sont le vrai, le beau, le bien, hein, puisque le marxisme est une doctrine scientifique. Hein, et donc, les marxistes n'ont pas besoin d'attendre de conseils pluralistes, de discussions critiques. Ce qu'il faut savoir sur le vrai, le beau, le bien, puisqu'ils l'ont déjà. Bon. Et donc, il se trouve, dernier point historique important, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, qui a été pire encore que l'actuelle guerre en Ukraine, mais même bien que souligner les ressemblances, mais sauf que ça a duré 4 ans et ça a épuisé les deux pays, si vous voulez. Et à ce moment-là, l'angoisse, et la France a fini par gagner uniquement parce que dans sa masse arrière, elle avait un peu plus de substance que les Autrichiens, parce que sur le front, ils étaient égaux. Hein. Et donc, il fallait absolument faire plein d'obus, et il fallait évidemment pas qu'il y ait une grève. Bon, donc, qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements de guerre, hein, c'est toujours pareil, c'est difficile de les juger après coup, mais ils ont intégré les syndicats dans l'administration, avec des mesures de cogestion. Alors, ceci a en effet permis à la France de gagner la guerre, mais du coup, les syndicats ont pris de plus en plus de pouvoir dans le ministère de l'Instruction publique. Et à ce moment-là, c'est eux qui ont décidé ce qu'il fallait faire en matière d'éducation, et c'est eux qui ont commencé à dire que tout ce que pourrait dire le gouvernement serait faux, parce que c'est bourgeois. Hein. Alors, Clémenceau était furieux, parce que Clémenceau, il dit, enfin, ils sont fonctionnaires, donc ils sont employés par l'État, et l'État représente la nation. Donc s'ils se dressent contre la politique du gouvernement, ils rompent le contrat qu'ils ont avec l'État, hein, et ils font une insulte à la souveraineté populaire. Mon œil, hein, on répondait les autres, notre souveraineté spirituelle est supérieure à la souveraineté populaire. Enfin, c'est une chose qu'on sait bien depuis. Hein. Et voilà pourquoi votre fille est muette, c'est-à-dire que la situation va encore empirer après la Seconde Guerre mondiale, parce que et surtout sous la Cinquième République, parce que la Cinquième République a presque exécuté le plan communiste d'Angevin Vallon qui avait été fait en 1947, et il a rassemblé tous les enseignements publics dans une même administration générale, ce qui n'était pas le cas avant. Le primaire et le secondaire étaient deux administrations différentes, et le technique et professionnel étaient encore différents. Et en rassemblant la bureaucratie dans une seule bureaucratie, si vous voulez, la Cinquième République a donné aux syndicats un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Hein. Or, les syndicats se vivaient comme le pouvoir spirituel. Alors, ça a donné des choses, j'arrête là, hein, mais si vous voulez, l'idée de Jules Ferry a été entièrement controuvée. Hein. Il voulait compenser le fait que le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel soit dans de mêmes mains, à savoir celles de l'État, par le fait que la partie spirituelle serait détenue par des institutions pluralistes et critiques. Bon. Et de ce point de vue-là, il a échoué, hein, puisque la machine s'est refermée. Hein, et maintenant, les syndicats déterminent la politique du gouvernement. Un ministre qui ne plaît pas à un syndicat, on a vu un exemple récent, mais elle a gagné un record, parce qu'elle a été 3 semaines, même pas 3 semaines, 15 jours, une semaine. Oh, 15 jours, mais précisément, si vous voulez, le collège unique, l'introduction du pédagogie, tout ça a été voulu par les syndicats. Et ce n'est pas du tout une émanation de la souveraineté populaire. Donc, je termine par une anecdote. Hein. Moi, quand j'ai fait une thèse de 3e cycle, au jury de laquelle était Paul Ricoeur. Bien. Alors, Paul Ricoeur avait trouvé quelque intérêt à la thèse de 3e cycle, puisque quelques années plus tard, il souhaite me faire rentrer, non pas exactement à l'université, mais au CNRS, où il y a des sections philosophiques. Et Paul Ricoeur était un membre éminent de la commission qui attribuait les postes. Alors, il me donne rendez-vous la veille du jour de la commission pour mieux préparer le dossier, et il me donne rendez-vous dans un bâtiment du CNRS, je me souviens très bien, c'était rue Saint-Maur, où Ricoeur n'avait pas de bureau permanent, donc on se retrouve à l'entrée, on entre en cherchant une salle où on pourrait discuter. Alors, on essaye d'ouvrir des portes, de fermer la clé, puis il y en a une qui s'ouvre, et sort un volute énorme de fumée, parce qu'on fumait beaucoup en ce temps-là, et je vois Ricoeur changer de visage, parce qu'il reconnaît les gens. Et il croit et il voit la commission réunie. Sans lui. Alors, comment? Sans lui. Non, mais justement, alors, donc je le vois se décomposer. Il pose son cartable, il rendit son carnet frénétiquement.
mais pour vérifier qu'ils ne s'étaient pas trompés de date. Et ils ne s'étaient pas du tout trompés de date, la réunion avait bien lieu le lendemain. Mais la commission était réunie aujourd'hui. En formation syndicale. Et évidemment, c'était là que se prenaient les vraies décisions. Hein. Donc, Jules Ferry a été rendu cocu par ce système. D'où alors mes suggestions, là j'ai tout le temps, de faire des réformes de structure dans l'éducation en France, telles que cette fois-ci, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel puissent être réellement distingués. Et ils ne peuvent l'être que s'il y a des prestataires pluralistes de l'éducation et qu'il peut se créer quelque chose de comparable à la presse. On sait bien que la presse, c'est qu'en 81, le programme commun de la gauche, vous n'étiez pas né, mais moi je me souviens parfaitement bien, c'était de créer un grand service public de l'information. Mais alors, le pluralisme, ben oui, il sera organisé beaucoup mieux. Là, pour l'instant, la presse est dominée par des R100, il n'y a aucun pluralisme, parce que c'est toujours ce qui est favorable au capitalisme. Enfin, grâce à l'État, on aura un vrai pluralisme. Voilà, vous n'avez qu'à voir France Info aujourd'hui ou France Inter, ce que donne le pluralisme. Voilà. Et on sait bien qu'il n'y a de vraie démocratie que là où il y a une presse libre, et on sait bien qu'il n'y a une presse libre que là où il y a des entreprises de presse libre qui gagnent leur vie. Alors, elles ne sont pas forcément. Il peut y avoir un système public aussi, mais pour qu'il y ait un vrai pluralisme, il faut qu'il y ait des entreprises vraiment libres qui gagnent leur vie en vendant de l'information aux lecteurs ou en vendant des espaces aux publicitaires, lesquels ne peuvent avoir intérêt à acheter cet espace que s'ils vendent quelque chose et qu'ils savent que les gens peuvent l'acheter ou pas l'acheter. Comme quoi les institutions libérales ont une grande cohérence. Hein. Si vous avez un pluralisme des entreprises, vous pouvez aussi avoir un pluralisme des entreprises de presse, et à ce moment-là, vous pouvez avoir aussi un pluralisme de l'opinion. Hein. Donc je pense simplement qu'il faut faire ça aussi en matière d'éducation, mais pour vous dire comment, ce sera au prochain numéro.